Peut-on vraiment s'en sortir après avoir été une victime d'harcèlement criminel? Pourquoi les femmes ont tellement de mal à recevoir de l'aide de la police? Et de quelle manière les films et les fictions sont en train de nous mettre en danger? La réponse à ces questions et bien plus aujourd'hui dans Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées à la violence basée sur le genre. Et je suis votre animatrice Karen Ouassé. Et aujourd'hui, Elle parle de harcèlement criminel et sexuel avec Julie Lalonde. Bien, bonjour Julie. Bonjour. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, fait que mon nom c'est Julie Lalonde. Je suis basée à Ottawa, mais je viens du nord de l'Ontario. Et je travaille depuis 22 ans pour mettre fin à la violence basée sur le genre au Canada. Et je suis aussi survivante de violences conjugales et d'harcèlement criminel. Et j'ai écrit un livre au sujet de mon histoire et j'essaie de vraiment utiliser mon expérience personnelle et mon expérience professionnelle pour mettre fin à la violence basée sur le genre au Canada. D'accord. Merci beaucoup de nous accompagner dans ce balado aujourd'hui. Et pour commencer, qu'est-ce qu'on entend parler par harcèlement criminel? Fait que l'harcèlement criminel, c'est le terme légal au Canada pour ce que les gens connaissent comme du stalking ou se faire traquer. Oh. Alors, au Canada, pour faire preuve d'harcèlement criminel, tu dois avoir la preuve que c'était du contact non voulu, c'était du contact répété et que tu avais peur pour ta sécurité ou la sécurité des gens autour de toi. Fait que c'est vraiment de suivre quelqu'un comme en personne, sur l'Internet aussi, des messages, des appels téléphoniques, arriver à son bureau. C'est vraiment le fait de suivre quelqu'un quand la personne a dit non, puis ont établi une limite, et tu continues quand même. Eh bien, Julie, du point de vue de la victime, comment est-ce qu'une situation d'harcèlement criminel commence? Fait que l'harcèlement criminel, souvent, ça arrive par un ex-conjoint ou une relation que tu casses avec quelqu'un puis la personne continue à te suivre. Ouais. Mais même des fois, c'est comme, tu es sorti sur une date avec quelqu'un que tu as rencontré sur Tinder, tu n'as pas eu de connexion, tu dis à la personne, tu sais quoi, je pense pas que c'est un bon fit pour moi, puis la personne refuse d'accepter ton nom. Moins de 12% des gens, des victimes d'harcèlement criminel au Canada sont traqués par un étranger. Alors, ça arrive des fois que c'est vraiment quelqu'un que tu connais pas du tout, mais la majorité du temps, c'est vraiment quelqu'un que tu as rejeté puis qui refuse d'entendre ton nom. Puis de plus, c'est une forme de violence qui est très genrée. Alors, c'est important aussi de reconnaître que c'est vraiment l'idée que, tu sais, dans notre société, des hommes qui entendent non puis qui prennent ça comme non, je dois travailler plus fort pour avoir ton amour, ton attention, des choses comme ça. Challenge. Ils prennent ça comme un challenge, c'est ça, comme « Ah, t'as dit non, OK, je vais essayer 2 fois plus fort d'avoir ton attention. » Je pense que c'est pour ça qu'on voit que 8 sur 10 victimes au Canada, c'est des filles et des femmes, et 9 sur 10 des stalkers, des abuseurs, c'est des hommes. Alors, on sait que c'est vraiment une forme de violence genrée qui peut commencer assez lentement, que souvent, on ne sait même pas que ça se passe. Puis par le temps qu'on réalise, « Hey, c'est pas juste une coïncidence que je te trouve au café où ce que je vois souvent, ou à mon appart, des choses comme ça. » Fait que souvent, tu sais même pas que ça arrive jusqu'à temps que c'est comme vraiment dans ton visage. Puis ça peut durer très longtemps aussi, malheureusement. D'accord. Alors, emmène-nous. Quelle est l'évolution typique qui suit quand une femme ou une victime a de l'harcèlement criminel, subit de l'harcèlement criminel? Oui, je peux utiliser mon expérience personnelle comme exemple. Alors, j'étais jeune, j'ai commencé à sortir avec qui je pensais qu'il était ma meilleure amie. On a sorti ensemble pour 2 ans. Ça n'a pas pris longtemps pour que les choses deviennent très violentes. L'harcèlement, vraiment comme le contrôle, la coercition, tout ça. Fait que ça a pris 2 ans, mais j'ai finalement cassé avec lui. Puis immédiatement, quand il a su qu'est-ce qui s'est passé, il était enragé. Alors, j'ai cassé avec lui pendant qu'il était absent pour la fin de semaine parce que je pensais, OK, je me sens plus en sécurité. Puis la seconde qui est arrivée puis qu'il a vu ma note ou ce que j'ai dit, tu sais, je peux plus, il était juste en rage et il a conduit autour de la ville d'Ottawa, cogné sa porte de tout le monde qui me connaissait pour dire où est Julie, où est Julie, où est Julie. Ça a fait ça pour plusieurs jours. Finalement, je l'ai appelé pour dire « Hey, relax, comme tu m'énerves, tu me fais peur. »
Puis il était en larmes. « Ah, je te manque beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? » Puis quand il a vu que j'ai vraiment établi une limite, puis que non, c'est non, je veux pas retourner avec toi, c'était m'appeler comme des douzaines de fois par jour, arriver, tu sais, je travaillais, j'étais jeune, je travaillais au mall, tu sais, je vendais des souliers, tu sais, comme, il arrivait là, il se promenait devant, à l'école, j'étais à l'université, il était à l'université, j'étais voir mes amis, il était là, j'ai fallu déménager plusieurs fois, parce qu'à un certain point, il a déménagé dans l'appartement derrière la mienne, puis je m'ai levée en plein milieu de la soirée, puis il était là dans la fenêtre. C'était horrible. Traumatisant. Puis c'est traumatisant, c'est une forme de torture psychologique, franchement. Définitivement. Puis c'est difficile souvent de vraiment établir exactement ce qui se passe, de vraiment être capable de documenter les choses. Puis pour moi, ça continue pour des années puis des années. Alors, puis ça a vraiment commencé avec la rage pour lui de pourquoi tu as cassé avec moi, puis là, tout d'un coup, c'était « Ah, je suis en amour avec toi, puis je te manque. Puis là, c'était je vais me blesser pour vraiment, comme juste la manipulation de toute forme. Exactement. Puis on voit ça dans plein de cas où ce que les gens essaient des hommes en particulier, essaient plusieurs stratégies pour que tu retournes à sortir avec eux, que tu leur donnes l'attention qu'ils cherchent. Puis, ouais, c'est vraiment une forme de violence, de torture, moi, je pense, de mon côté, mais que souvent, c'est difficile à vraiment comprendre d'une façon facile, comme la violence à caractère sexuel ou des choses comme ça, parce que c'est comme... J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Oui. Mais je sais qu'il est là, mais je peux pas, tu sais... Il n'y a rien de tactile, il n'y a rien de visuel pour montrer au service autoritaire, par exemple. C'est ça. Puis au Canada, parce que tu dois démontrer que tu avais peur, c'est aussi difficile parce que, dans mon cas, par exemple, parce que j'ai continué à aller à l'école, j'étais militante, tu sais, j'avais des amis. Fait que quand j'ai essayé d'avoir de l'aide de la police de leur côté, ils ont dit « OK, bien c'est clair qu'il y a quelque chose qui arrive, mais t'es pas traumatisé. Ça se peut pas que t'es traumatisé parce que tu continues à vivre ta vie. C'est clair que c'était pas si pire que ça parce que tu continues à faire la vie quotidienne, tu sais. Fait que c'est aussi comme... Tu te sens vraiment pris parce que d'un côté, tu veux être pris au sérieux, tu veux que les gens comprennent que c'est vrai que ça arrive, mais dans leur tête, ils ont une idée très typique de ça a l'air quoi d'une victime. C'est ça. Puis aussi, c'est quoi un abuseur? Puis parce que mon abuseur était un homme blanc, privilégié, très beau, très charmant. Il n'était pas vu comme quelqu'un qui était intimidant. Pas violent physiquement. Pas violent. Pourquoi tu as peur de lui? Ah, c'est un homme, il est tellement gentil, tu sais, parce qu'il y avait vraiment... il était charmant, réellement, là. Fait qu'il était capable de convaincre les gens, « Ah, elle est folle. Allez vendre ça. » Tu sais, j'ai pas fait ça, tu sais. C'est ça. Ben, typiquement, quelles sont les façons dont les situations d'harcèlement criminel se terminent d'habitude? Dans ton cas ou dans d'autres cas? Souvent, c'est rare que c'est la prison, franchement, mais c'est vrai, comme c'est une forme de violence qui est comme aussi un crime. Souvent, malheureusement, c'est comme la personne commence à sortir avec quelqu'un d'autre, fait qu'il comme paye attention à quelqu'un d'autre. Pour moi, dans mon cas, ça a duré 10 ans, puis ça s'est juste terminé parce qu'il est décédé. Il est arrivé en accident, puis il est décédé, et c'est seulement à cause de ça que je peux être ici aujourd'hui pour en parler, parce que pendant que ça se passait, c'était trop dangereux pour moi pour en parler. Même étant une femme blanche, éduquée, j'ai une plateforme pour parler de ces choses-là. J'ai travaillé pour longtemps avec un gros secret, parce que en parlant de ce qui m'est arrivé, ça l'aggravait la situation. Parce que ça lui montrait que j'y payais attention, que j'essaie de communiquer avec elle, puis c'est clair qu'elle peut voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi la menace de si tu parles de moi, je vais aggraver les choses, je vais te faire payer pour l'attention que tu me donnes, tu sais. Fait que j'ai vraiment vécu en silence pour longtemps. Puis c'était juste au cas qu'il est décédé que j'ai eu la liberté de vraiment briser le silence puis de dire ça m'est arrivé à moi. Puis ça peut arriver à moi, puis que tu me vois sur la télé, puis tu me vois en train de faire plein de choses, puis j'avais pas la capacité d'en parler. Tu peux t'imaginer le montant de gens qui vivent ça présentement, puis qu'il y a personne autour d'eux qui sait vraiment que ça l'arrive et que ça l'arrive à un niveau assez extrême. Parce que même les gens de ma vie qui savaient que ça se passait,
C'est juste quand il est décédé qu'ils ont réalisé « Wow, c'était majeur, là. C'était pas juste comme, il est achalant, là. Parce que moi, j'avais moi-même banalisé l'expérience parce que je voulais pas inquiéter les gens autour de moi, tu sais. Et tu voulais continuer à avoir une vie normale, C'est la ça. plus normale possible. C'est ça. C'est ça. Puis je voulais pas être mon identité, être la personne qui était victime, tu sais. Je veux être connue comme quelqu'un qui est intéressant, qui a plein de choses à vraiment donner au monde, pas juste la victime avec la vie traumatisante, là. J'étais comme, non. Ouais, comme les autorités voudraient. C'est ça. C'est ça. Ben, d'abord, merci encore beaucoup pour ta vulnérabilité. C'est très apprécié. Et typiquement, quels sont les effets sur la victime de vivre une telle violence? C'est vraiment une forme de violence psychologique qui n'est pas assez bien connue. Ces jours-ci, on parle beaucoup du gaslighting, l'idée de la personne vraiment te convaincre que la réalité, c'est pas vraiment la réalité, puis là, tu doutes. Puis je pense, pour moi, le harcèlement criminel, c'est comme la forme typique du gaslighting, parce que lui faisait plein de choses que moi... Puis là, je disais, ben pourquoi t'as fait ça? Puis il a dit, ben, j'ai pas fait ça, moi. C'était juste du déni. Puis là, je disais aux gens autour de moi, non, il a réellement déménagé dans l'appartement derrière ma maison. Comme, il me regarde dans la fenêtre le soir, puis les gens disent, c'est pas possible. C'est la folie, c'est pas possible. Puis là, toi, tu doutes, puis tu te dis, OK, j'étais-tu endormie, puis j'ai juste comme rêvé ça, c'est pas vrai, tu sais. Ah, peut-être c'est juste une coïncidence qui est toujours où moi je suis, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment facile de comme de perdre ta voix, de perdre même comme ta confiance en toi-même, parce que tu te doutes, puis tu penses, ben peut-être je suis folle. Ta sanité. C'est ça. Comme réellement, je me disais, puis c'est ça le but, tu sais. Je vais la traiter d'une façon où elle va se sentir folle. Puis là, quand elle essaie de se défendre, je vais dire, ben tu peux pas la croire, elle est folle. C'est ça. Tu sais, fait que c'est comme une autre forme tu perds de crédibilité. C'est ça. Puis moi, ça fait presque 10 ans qu'il est décédé. Puis je souffre quand même de la SSPT. Je fais de la thérapie à chaque semaine. Je fais de la thérapie physique aussi parce que le traumatisme a eu un effet sur mon corps physique, tu sais, mon cou, j'ai des problèmes de cou, j'ai des problèmes de muscles, parce que j'étais vraiment comme ça pour comme des années, là, tu sais. Ça prend beaucoup, beaucoup de travail pour être capable de guérir, mais je peux dire que c'est possible, puis, mais c'est du travail, là, comme c'est réellement du travail, d'être capable de se croire, mais aussi d'avoir comme le système calme, puis de se sentir à paix. Puis pour moi, je dois prendre des pilules chaque soir pour être capable de me coucher parce que j'ai des cauchemars comme toujours. J'aime pas être en grande foule, par exemple. Quand je m'assis à un restaurant, un café, je dois avoir le dos à un mur parce que j'aime pas avoir la porte proche de moi parce que, tu sais, comme toutes des choses qui m'est arrivé. Tu veux être en contrôle. C'est ça. Puis je veux être capable de voir, OK, qui est autour de moi parce que c'était réellement, tu sais, j'étais à un Starbucks, puis je me tourne, puis elle est là. Puis il m'a suivi, puis je le savais même pas, tu sais. Fait que c'est comme tellement difficile de convaincre ton corps, ton cerveau et ton esprit, franchement, que non, il est décédé, t'es correct, il est décédé, t'es correct, tu sais. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de travail. Puis pour moi, c'est super important de parler de cette partie-là, parce que souvent, d'autres survivantes vont voir, tu sais, je fais des présentations, tu sais, je suis conférencière, puis les gens vont penser, OK, ben moi, je peux pas me lever sur une estrade puis parler de mon histoire. Fait que c'est clair que je suis faible ou j'ai pas fait assez de travail. Puis c'est pas juste que je m'ai levée un jour puis j'avais la capacité de le faire, là, tu sais, ça a pris du travail. Puis je pense que faut être honnête avec le niveau de travail que ça prend, puis le fait que ça coûte cher aussi. C'est sûr. Comme moi, là, j'ai payé des milliers de dollars pour la thérapie, puis pour la physiothérapie, puis plein de choses pour être capable de guérir, puis d'être quelqu'un qui est capable de faire qu'est-ce que je fais, d'en parler avec toi aujourd'hui, puis de pas me sentir, tu sais, comme blessée par l'expérience. Puis je pense comme victime puis survivante, on a vraiment, je pense, on doit d'être honnête avec les gens, avec notre cheminement quand ça vient à la guérison. C'est ça. Wow, impressionnant. Et typiquement, quels sont les signes que toi, tu as remarqués dans ton expérience ou dans celle des femmes que tu as pu côtoyer dans ta profession, de quelqu'un qui est en train typiquement de vivre de l'harcèlement criminel? Alors, qu'est-ce que les gens vont voir comme « Ah, t'es énervé, là, ou t'as comme beaucoup d'anxiété, ou t'es stressé par les petites choses. Quelqu'un qui est vraiment
« Ah, qui est là? Qu'est-ce qui arrive? » Je saute très facilement. Comme si tu es dans la même maison avec moi, puis tu rentres dans une salle, faut annoncer ta présence, parce que sinon, je vais sauter hors de ma peau, là. Comme, vraiment inquiète au sujet de leur vie privée, dans le sens de, tu sais, je me sens pas à l'aise de partager mon numéro de téléphone, ou mon courriel, ou mon adresse, par exemple. Quelqu'un qui est vraiment, tu sais, téléphone, il sonne, puis le numéro, il est pas annoncé, puis on est comme, qui est là? Tu sais, comme on est vraiment, on anticipe plein de choses, parce qu'on est comme toujours prête pour tout, là. Fait que c'est vraiment ce que les gens trouvent comme intense, mais c'est vraiment parce qu'on sait pas ça vient d'où l'attaque. Tu sais, fait qu'on est vraiment... et on s'isole. C'est ça. On s'isole. C'est ce que j'allais dire. Tout le monde est suspect. Oui. Et donc, c'est très isolant comme... C'est ça. Puis les gens... tu sais, puis dans mon cas, par exemple, les gens... tu sais, m'envoyaient un message sur Facebook. Tu sais, je les connaissais pas depuis l'école secondaire. « Hey, Julie, je t'ai vu ces nouvelles, comment ça va? » Puis je suis comme, « Pourquoi tu me demandes ça? À qui tu donnes ça? À qui tu donnes l'information? » Comme j'étais vraiment comme... Je voyais juste des mauvaises intentions. C'est pas... Moi, naturellement, je suis une personne très ouverte, puis tu sais, je viens d'un petit village où on connaît tout le monde. T'inquiète, ça se voit à la caméra, t'es hyper agréable, elle est hyper agréable. Puis je suis juste vraiment quelqu'un qui veut comme sourire aux gens, puis être vraiment... Mais je suis vraiment comme... Ça te rend défensive toujours. Comme tu te sens toujours sous une attaque de quelque sorte, parce que tu sais pas ça vient d'où. Parce que c'est pas toujours nécessairement cette personne-là uniquement qui est en train de vous attaquer. Ça peut être leur ami, leur entourage. Tu reçois, tu sais, quelqu'un qui veut te suivre sur Instagram, puis t'es comme « Ah, je reconnais pas c'est quoi le nom, c'est qui, c'est vient d'où. » Fait que ça crée vraiment comme une intensité, puis je pense une énergie très défensive, que les gens sont comme « relax », puis je suis comme « Je veux relaxer, mais je suis pas capable. » C'est ça. C'est le plus relax que tu peux être. C'est ça. Il faut que les gens soient plus compréhensifs. C'est ça, c'est ça. Fait que je pense avoir vraiment la compassion de reconnaître que ça vient de quelque chose, là. C'est pas ma faute que je réagis comme ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'expériences qui me montrent que si je suis trop ouverte ou que je partage plein de choses avec ma vie, tu sais, lui, il trouvait des gens pour me poser des questions, puis là, il retournait pour dire « Ah, j'ai entendu que Julie, elle faisait X, Y, Z parce que moi, je l'avais bloquée. Tu sais, fait que je pourrais même pas prendre comme un petit bonjour agréable sans me dire « Ah, ça vient d'où? » Tu sais, puis, fait que les gens sont comme « Ah, ben, tu sais, t'es un petit peu bitch, même, tu sais, comme un petit peu comme... » Bon, là, écoute, il peut prendre tes nouvelles, hein. Ouais, c'est comme, ben, j'essaie d'être poli, tu sais, pourquoi tu réagis comme ça? Mais c'est parce que tu te sens toujours sous attaque. Puis tu es toujours en train de te défendre, même si c'est pas vraiment une attaque, tu sais. C'est très difficile pour les gens autour de nous de comprendre. Mais je pense que c'est pour ça que les discussions d'aujourd'hui sont importantes, pour que les gens savent ça vient de quelque chose, là. C'est pas la folie, là. C'est réel, là, notre expérience. Et nos réactions ils font de l'allure. Comme, ça fait de l'allure quand tu connais le contexte. Mais oui. Ben, je t'écoutais parler et je me disais, Tipi, comment tu t'es présentée, tu es très agréable, tu es très ouverte. Et je me disais, point de vue de l'agresseur, typiquement hein, en situation d'harcèlement criminel, est-ce que tu penses qu'il y a un profil typique du type de personne qui devient un harceleur? Non. Je pense que c'est vraiment, comme j'ai dit, 9 harceleurs sur 10 au Canada, c'est des hommes. Je pense que ça dit beaucoup du fait que des hommes, souvent, sont élevés dans une société où ce qu'ils font dire, ils n'ont jamais été dit non. Tu sais, puis dans le cas de mon agresseur, c'est un homme qui était blanc. Il était élevé avec de l'argent. Il avait de l'argent, une famille assez riche, assez bien reconnue dans la communauté. S'il voulait faire quelque chose, il pouvait le faire. Il avait de l'argent, puis la capacité de faire qu'est-ce qu'il voulait. Du hockey, ouais, je vais faire du hockey. Je veux faire ça, je veux faire ça. Puis moi, je te veux, puis tu me dis non. Ben non, moi, si je veux quelque chose, je peux l'avoir. Je me dois, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense, cette idée-là que, non, si je le veux, c'est à moi de l'avoir. Puis on voit ça, je pense, ça dit beaucoup de la masculinité dans la société, où c'est vraiment comme, que ça soit dans le monde des affaires, le monde des sports, le monde des arts, même, c'est comme, non, c'est ma chance, c'est moi, je me dois. Puis je pense que c'est ça qu'on voit, c'est que, ben non, tu peux pas me dire non. Pourquoi que tu me dis non? Non, je mérite d'avoir toutes les choses au monde que je veux avoir. Puis de pas reconnaître quoi faire. Je pense en particulier avoir des discussions. La chose qui manque, c'est des discussions avec des jeunes hommes sur quoi faire quand vous êtes rejeté. T'as le cœur brisé,
ton ego est un petit peu blessé, un petit peu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Comme femme, moi, j'ai été élevée de dire, écris des poèmes tristes. Écoute des chansons tristes. Écoute des chansons. Adèle, tu sais, écoute à Adèle, t'as le cœur brisé, Adèle est là pour t'aider, tu sais. Au moins, Adèle, elle a fait de l'argent. C'est ça, puis je dis ça toujours, tu sais, comme moi, comme Adèle, elle avait le cœur brisé, puis maintenant, elle a des millions de dollars. Pourquoi t'as pas pris j'ai le cœur brisé, je me sens tellement en douleur. Écris de la musique, fais quelque chose de productif avec ta vie, au lieu de dire non, c'est ta faute. Tu me dois ton temps, ton attention, ton corps, ton esprit, Et sinon, je vais faire que ta vie est horrible, parce que si je peux pas t'avoir, personne ne peut t'avoir. Ouais. Et c'est pour ça que, je pense même au niveau minimum, l'harcèlement criminel, c'est achalant, ça nous fait peur, ça nous énerve, mais ça peut aussi nous tuer. Comme c'est une forme de violence, réellement une forme de violence, tu sais, puis c'est vraiment aussi le plus gros drapeau rouge que ta vie est en danger. Ouais. Puis c'est vraiment cette idée-là que si je peux pas t'avoir, personne ne peut t'avoir. Et souvent, ça mène à des femmes se faire assassiner par des gens qui se sentent vraiment comme « Non, je suis tellement fâchée contre toi. » Si je peux pas l'avoir, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir. Et au minimum, c'est si moi je peux pas avoir la paix, toi tu peux pas avoir la paix. C'était vraiment ça aussi pour moi, l'expérience. Puis encore une fois, c'est ça qui est une forme de violence tellement psychologique. C'est parce que je savais, puis il y avait un certain point où ce que moi je me disais, fais juste me tuer. Fais juste me tuer, parce que ça l'arrête pas. Puis je sais, éventuellement, tu vas me tuer, alors peux-tu le faire tout de suite? Ouais. Puis ça, c'est une idée que j'aurais jamais dans ma vie pensé d'avoir ça dans la tête. Je suis une personne qui a beaucoup de joie de vivre. Ma mère est un clown professionnel. Oh, j'adore! Fait que comme, moi, la joie de vivre, là, j'en ai en masse. Puis je suis une personne qui adore ma vie, puis les choses. Mais il y avait un certain point pour des années où je me disais, comme ça va jamais arrêter. Alors, s'il vous plaît, fais juste, enlève-moi de la situation, là, comme je peux plus. Puis, c'est ça que ça vous change comme un individu, tu sais, mais c'est parce que c'est une forme de torture que tu penses que ça va jamais arrêter. Puis ça vient vraiment de cette idée-là que non, tu appartiens à moi. Alors, je peux faire qu'est-ce que je veux à toi parce que tu m'appartiens. Puis c'est pour ça que c'est tellement genré. C'est pour ça que les femmes et les filles sont pas les personnes qui sont la majorité en train de faire ça, parce qu'on n'a pas été élevés de prendre la réjection comme une attaque. C'est vraiment comme, non, c'est moi. J'étais pas assez belle, j'étais pas assez mince, j'étais pas assez cool. Au lieu de des hommes et des garçons, c'est comme, non. J'ai tout pour moi. Tout pour moi. Le monde existe pour moi. Tu sais, comme... Est-ce qu'ils ont tort? C'est ça. Puis, comme j'ai dit, en particulier, c'était un homme blanc, avec l'argent, qui avait tout ce qu'il voulait au monde. Ses parents n'ont jamais dit non. Il était jeune, il était très beau, très charmant, il était athlète, tu sais. Fait qu'il était comme, non, le monde m'appartient. Puis, que tu me dis non, ben c'est pas possible. T'as pas le droit de dire non. Ben, ça reste quand même un peu un profil typique, ça, non? Des hommes... Je comprends ton point de vue. C'est... Les hommes, c'est eux qui ont été élevés à avoir tout dans la vie. Je comprends. Mais c'est vraiment un profil des hommes qui ont été élevés d'une certaine manière. Oui. Donc, mais sinon, je vois, je comprends. Mais d'après toi, est-ce qu'il y a d'habitude un élément déclencheur pour que ces agresseurs commencent tout simplement à harceler? Oui, fait que c'est souvent se faire rejeter. Que ce soit la personne a cassé avec toi, la personne a dit « je suis pas intéressée ». Comme j'ai dit, tu vas sur une date puis tu dis « pas de connexion », puis la personne est comme « ben non ». Mais même, tu sais, veux-tu sortir avec moi, puis la personne a dit non, puis là c'est comme « ben voyons, pourquoi tu me dis non ». Donc, c'est vraiment basé dans la réjection. C'est vraiment basé sur ce point-là, absolument. Il y a certains causes que c'est, en particulier comme des célèbres, par exemple, on entend souvent des célèbres qui ont des stalkers, on entend ça, c'est comme typique, puis les gens, c'est ça qui arrive quand vous êtes fameuse. Puis dans ce cas-là, c'est une forme d'harcèlement qui est moins commun, mais c'est l'idée que dans leur tête, on est en relation. Ouais. Dans ma tête, comme... Tu sais, Taylor Swift, par exemple, elle a eu plein de stalkers, épeurantes, comme une fois, elle est retournée chez eux, puis il y avait un homme couché dans son lit. Il a été poursuivi par la police. La journée même qu'il est sorti de la prison, il est retourné chez elle faire la même chose. Puis pour lui, c'était « Non, je suis le mari de Taylor Swift. OK, mais c'est clair que tu vas pas bien, tu sais.
Mais la majorité du temps, c'est vraiment « tu m'as rejeté, puis je peux pas prendre le non ». OK. Donc, c'est soit de l'illusion, soit de la réjection. C'est ça. OK. Ouais. On va pas s'en sortir. Ben, imaginons, et je touche du bois, j'ai un ami qui, typiquement, commence à harceler une personne que je connais pas, ou une personne que je connais, mais une victime, très typiquement. Comment est-ce que je peux le voir? Est-ce que tu penses qu'il y a des signes précoces, tu sais, des tout débuts où je peux m'en apercevoir, ou d'autres peuvent s'en apercevoir? Oui, absolument. Fait que c'est super important de parler du rôle des alliés, puis qu'est-ce qu'on peut faire, parce que souvent les gens disent comment je peux soutenir une victime, puis on parle rarement de quoi faire si c'est mon ami qui est en train de le faire. Alors, je pense que c'est super important de parler de quoi faire avec ces grosses émotions quand on se sent rejeté. Oui, tu es en amour avec elle. Oui, tu pensais que c'était l'amour de ta vie. Je suis tellement désolée que ça s'est pas bien passé, mais faut respecter ses limites. Puis des signes, souvent, comme tu dis, des petits drapeaux rouges, tu sais, de reconnaître que ils posent souvent des questions au sujet d'eux, continuent à leur suivre sur des médias sociaux. « Ah, elle m'a bloqué, fait que j'ai créé un autre compte parce que je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, je veux juste aller voir au café où ce qu'elle va fréquenter pour voir si je peux la rencontrer puis la convaincre. » Il y a pas un terme excellent en français, mais en anglais, on dit « grand gesture ». Qui est vraiment comme, je vais acheter des fleurs, puis je vais me poser devant son appart pour dire « Oh, Julie, retourne à moi, je t'aime beaucoup. » Ou à son travail. À son travail, on l'envoie des fleurs, des chocolats, des lettres d'amour. C'est vraiment l'idée que je vais me déclarer, puis c'est ça qui va avoir réalisé « Oh, OK, oui, c'est vraiment l'homme pour moi. » tu sais. Alors, la façon qu'on parle, puis qu'on pense de la romance aussi, je pense que ça dit beaucoup de comment est-ce qu'on a créé les conditions pour l'harcèlement, parce que il y a plein de films, souvent visés sur les ados, qui parlent de, tu sais, durant le film, je l'aime beaucoup, j'ai un crush sur elle, puis par la fin, je suis au prom, par exemple, avec des fleurs, puis une bannière, puis je dis « Je suis en amour avec toi », puis elle a dit « Oh, OK, je t'avais jamais remarqué avant aujourd'hui, puis on est en amour. » Tu sais, c'est bon, comme c'est bien bon dans un film, là, mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça qu'on se sent quand ça nous arrive en vraie vie. Puis je pense qu'il faut reconnaître que c'est pas la romance. C'est une forme de violence, c'est l'harcèlement, c'est pas voulu, il n'y a pas de consentement. Tu peux pas avoir c'est pas la romance quand il n'y a pas de consentement. Oui. Oh. Tu sais? Ouf, consentement. C'est un terme qu'on aime beaucoup, oui. moi et mon auditoire. Donc, je pense même quand on parle du consentement, tu sais, dans le travail de la sensibilisation sur la violence à caractère sexuel, par exemple, on parle de non, c'est non, mais on parle pas aussi de quoi faire quand on entend un non, puis on se sent blessé. Oui, c'est ça. Et aussi de reconnaître qu'il faut parler de la réjection quand on parle du consentement. Parce que les deux vont ensemble, tu sais, puis de reconnaître que le consentement, c'est pas juste pour le sexe, c'est aussi « je veux pas parler avec toi, arrête de communiquer avec toi, j'ai dit non », tu sais. Respecter les limites des gens, c'est beaucoup plus que juste dans un contexte sexuel aussi, là, tu sais. Oui, ouais. C'est ça. Et on a très clairement compris de quoi il s'agissait quand il s'agit d'un comportement d'harcèlement criminel. D'après toi, est-ce qu'il y a des exemples de comment on l'a normalisé dans les médias? Parce qu'on a parlé dans les films, mais les médias... Oui, puis il y a de la recherche là-dessus, en plus. C'est pas juste comme une petite théorie, tu sais. Il y a la recherche d'un docteur Lipman aux États-Unis qui a fait de la recherche sur l'impact de les films romantiques, pas juste sur les hommes, mais aussi sur les jeunes femmes. Et ce que ça a remarqué, sa conclusion était que... quand on voit des choses comme « non, c'est pas vraiment non, c'est assez plus fort », que tu peux convaincre quelqu'un d'être en amour avec toi, tu peux convaincre quelqu'un de te trouver cute, tu sais, que ça montre à des jeunes hommes et des garçons c'est ça qu'on doit faire pour avoir l'amour dans sa vie. Mais je pense qu'il est aussi important de connaître, c'est que ça montre à des jeunes femmes et des jeunes filles que c'est ça la romance. Que quand quelqu'un est obsédé avec toi, c'est un signe d'amour. Puis la chose que je partage toujours de mon expérience avec des jeunes femmes, c'est que oui, il y a une certaine partie de toi qui te sent comme « wow,
il est vraiment en amour avec moi. Tu sais, il me poursuit. Puis on veut l'effort. Tu sais, souvent, comme femme, si tu sors avec des hommes, c'est comme la chose qui manque, c'est l'effort, là, tu sais. Fait qu'on dit, ben, il fait un effort. C'est ça. Il essaie de me convaincre. Mon Dieu. Puis j'ai entendu ça des gens autour de moi, d'autres femmes qui me disaient, hey, moi, j'adorerais ça. Si quelqu'un serait si en amour avec moi, qui ferait n'importe de quoi pour être en amour avec moi. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que nous, comme femmes qui sont victimes, on banalise nos expériences ou on se dit, tu sais, mon instinct me dit comme, oh, je me sens un petit peu, je suis pas correcte avec ce qui se passe, mais... La société, elle les est gens pas de mon côté. C'est ça, les gens me disent, ben c'est un compliment. Quelqu'un est obsédé avec toi, c'est un compliment. Puis qu'est-ce que je dis toujours, c'est je peux te dire du côté d'une personne qui était obsédée avec moi, là, t'es pas une personne, t'es pas un être humain, j'étais un objet. Un objet qu'il voulait avoir, puis le mettre sur le... Puis c'est mon objet, elle m'appartient. C'est ça. J'ai accompli ça, j'ai accompli ça, maintenant j'ai Julie. C'est ça. Ou puis, je veux Julie. C'est pas... Ouais, c'est ça. Puis c'est pas un compliment. C'est vraiment... Tu es un objet. Puis... Mais les gens autour de toi, à cause de la façon qu'on parle de la romance... Puis je pense aussi comme femme aussi, quand on le regarde d'une façon intersectionnelle aussi, si t'es une femme qui a été élevée pour dire que t'étais pas belle, que t'as pas voulu, que quelqu'un soit en amour avec toi, c'est comme « Ah, ben, tu sais, c'est mieux que rien. » Puis, tu sais, « Ah, ben, quelqu'un... » Sois pas difficile. C'est ça. Puis comme « Hey, sois contente que quelqu'un te paye attention. » Parce que t'es pas belle ou, tu sais, t'es X, Y, Z, tu sais. Fait qu'il y a aussi cet élément-là aussi de comme « OK, ben, tu sais... » Je l'aime pas beaucoup, mais il me paye attention. Puis les gens me disent qu'il y a personne qui va me payer attention. Fait que je dois continuer avec ça, tu sais. Ou juste aussi reconnaître, je pense, l'autre élément de société qui fait que c'est un problème, c'est vraiment l'idée que, comme c'est ça que d'être en amour avec quelqu'un, c'est de donner tout à la personne, puis t'as pas le droit d'avoir une vie privée, t'as pas le droit d'avoir ta vie personnelle. Moi, j'ai mes amis avec qui je me tiens, puis c'est séparé de, tu sais, mon conjoint, par exemple. Ça fait toute partie d'un monde où, comme femme, on est censé vraiment avoir les hommes comme la chose centrale de notre vie. Alors, ben c'est ça qu'il veut, c'est ça que je vais faire. Puis, l'autre chose aussi du côté masculin, je pense, c'est parce qu'on vit dans une société où les hommes peuvent pas avoir accès à leurs émotions comme la douleur, t'sais, le cœur brisé, des choses comme ça. Les gens peuvent manipuler la situation. Fait que de mon côté, ce que je dis aux gens toujours, c'est, tu sais, mon ex était devant mon appart 2, 3, 4, 5 ans après j'ai cassé avec lui. Des larmes aux yeux, des fleurs, me disant « Retourne à moi, Julie, retourne à moi, Julie. » Les gens trouvaient ça romantique. Moi, comme femme, si j'étais avant l'appart de mon ex, 2, 3, 5 ans après qu'il a cassé avec moi, puis je suis là en train de pleurer, retourne à moi, est-ce que les gens trouveraient ça romantique? Non. Les gens diraient, t'es désespérée. C'est ça. Elle a des problèmes. Passe à autre chose. C'est ça. Elle est pas bien, elle a des problèmes de santé mentale, elle est folle, appelle la police. Fait que je pense que ça dit beaucoup de la façon qu'on parle de qui peut être vulnérable. Et si, comme un homme, j'ai pas le droit d'être triste, bien, quand je suis triste, les gens vont trouver ça courageux. Oui. Au lieu il est vulnérable, il a ouvert son cœur. C'est ça. Au lieu de reconnaître, non, il est en train de manipuler la situation. Il n'est pas triste, il est fâché contre moi. Mais il sait que si je montre la rage, les gens vont le voir comme violent. Mais s'il montre des larmes, les gens vont dire « Oh mon Dieu! » Puis la police m'a dit ça. Tu sais, ils l'ont appelé puis ils ont dit « Oh, il est en larmes, Julie. Tu as brisé son cœur. » Je suis comme « Non, non. » Puis la seconde qu'il accrochait avec la police puis il m'appelait « Ta, me criait à sa tête. » Je suis comme « OK, ben il n'y a pas de l'air trop triste, tu sais. Mais il savait comment manipuler la situation parce que, hey, un homme qui montre la tristesse, c'est un homme qui est brave. Ouais. C'est lourd, hein? C'est lourd, ouais. Julie, d'après toi, comment on peut défaire cet aspect-là de notre culture? Comment est-ce qu'on peut changer nos histoires classiques d'amour? Je pense que c'est d'avoir des discussions honnêtes avec tout le monde, franchement, mais en particulier si on a des ados, des enfants dans notre vie, de leur parler honnêtement de... Tu sais, quand on regarde un film de Fast and the Furious, puis tu vois Vin Diesel qui conduit un char à travers d'un pont, à travers d'un train, à travers d'un édifice, on reconnaît que c'est juste un film. Tu sais, c'est du fun, puis on s'amuse, mais c'est pas vrai. C'est de la fiction. C'est la fiction, on va pas faire ça dans la rue demain, tu sais. Puis je pense qu'on doit approcher les discussions de romance de la même façon. Tu sais, je pense pas juste les films, mais de plus en plus, depuis la pandémie,
les romans romantiques, c'est aussi très populaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lire Ouais. du Colleen Hoover, puis des choses comme ça. Puis Les gourous des relations en couple sur les réseaux sociaux, il y en a 6000. C'est ça, tu vas regarder comme Love is Blind, puis comme plein d'affaires. Tu sais, comme il y a plein d'exemples de romances dans la culture. Puis c'est correct pour moi, comme, tu veux débrancher ton cerveau à la fin de la journée par regarder ça, amuse-toi bien, lis ton livre. Mais je pense qu'il faut en parler d'une façon honnête, de dire c'est la fiction, là. C'est pas vrai. Puis dans la vraie vie, quelqu'un qui se prononce devant ton appart avec des fleurs, puis t'es en train de te crier « Oh, mon amour, c'est épeurant. Ça nous énerve. C'est pas cute en vraie vie. Puis je pense qu'il faut juste en parler de cette façon-là, parce que souvent, les gens pensent que moi, par exemple, je suis une personne qui va dire « Mets fin à la romance. » Tu sais, comme « Arrête, c'est des rom-coms qui sont le problème. » Puis non, c'est pas vrai. Les gens, il faut trouver de la joie dans la vie, là, tu sais. Puis moi, j'aime ça lire des romances, j'aime ça regarder ces choses-là, mais il faut reconnaître que moi, j'ai la capacité d'avoir l'analyse, de reconnaître que c'est la fiction. C'est pas vrai. Mais souvent, on ne donne pas des messages au sujet de la romance. Peut-être on va parler aux enfants au sujet du consentement, mais on va pas parler des relations saines. Ça a l'air à quoi? Ouais, justement. C'est ça. Puis comme ça a l'air à quoi les petits drapeaux rouges aussi, Oui. de reconnaître. Parce que souvent, notre discussion est limitée à si quelqu'un vous attaque d'une façon physique. Puis on parle du côté physique seulement. Puis même moi, j'ai été élevée dans une famille très féministe. Mes parents sont super féministes. J'ai été élevée de savoir comme si j'ai de la valeur comme personne. Puis Ça se voit. Merci. Mais quand même, moi aussi, j'avais en tête l'idée que, il n'est pas en train de m'attaquer d'une façon physique. C'est ça. C'est pas l'abus physique. Fait que, tu sais, j'ai pas des remèdes. Fait que pour moi, c'est comme, c'est pas si pire que ça. Puis moi, même quand j'ai travaillé comme intervenante, on voyait ça des femmes qui rentraient pour chercher du soutien, puis parlaient des histoires comme horribles, comme du niveau de comme, wow, tu peux pas... Puis même eux se disaient, mais je sais quelqu'un, tu sais, il y a ça de plus pire que moi, puis est-ce que j'ai le droit d'être ici? Est-ce que je suis en train d'enlever des services de quelqu'un d'autre? La comparaison. Oh mon Dieu, la comparaison. On banalise, on vit dans le déni. Alors vraiment, d'être honnête, de parler de... C'est vraiment une continuum de choses, des relations violentes puis toxiques. Puis on peut quitter n'importe quel temps. Que le mot « non », c'est une phrase au complet. 100%. Pas besoin de justifier, à 100%. de donner une monologue de pourquoi je veux pas être avec toi. Comme, je veux pas être avec toi, ça fonctionne pas, il y a pas de connexion, c'est assez. Comme, je te souhaite bien dans le monde, mais laisse-moi tranquille. Puis je pense que ces discussions-là qui sont un petit peu plus nuancées, que non, c'est non, puis laisse pas les gens te toucher, je pense que ça nous aiderait énormément de reconnaître que, ouais, ça commence pas tout de suite, l'abus, c'est lentement, pas vite. C'est une évolution. C'est une évolution, exactement. Puis que c'est correct d'aimer ces choses-là, comme la romance, des choses comme ça dans le contexte de la fiction. Mais une vraie romance, c'est quelqu'un qui te respecte, qui veut dire qu'il respecte tes limites, ton non et ton oui, puis quelqu'un qui te voit comme un être humain, qui a le droit à sa vie privée, qui a le droit d'avoir, tu sais, de la complexité. Puis je pense avoir cette discussion-là tôt et souvent va créer un monde très différent que le monde qu'on vit présentement. Ouais. Et tu penses, quand on parle à la jeunesse des relations intimes, de la romance, on doit faire des choses différemment? Oui, je pense de vraiment parler de, comme j'ai dit, quoi faire quand on est rejeté. Okay. Vraiment, le plus tôt possible dans la vie. Le plus tôt possible, c'est ça. Puis en particulier, c'est vraiment le devoir que je donne à des hommes. Si vous êtes papa, mon oncle, tu sais, un entraîneur, par exemple, tu es vraiment un leader dans votre communauté religieuse, par exemple, parle ouvertement avec les hommes et les garçons de ce que vous avez fait quand tu avais le cœur brisé. Tu sais, quand j'avais 16 ans, j'étais tellement en amour avec une femme, puis elle m'a dit non, puis j'avais le cœur brisé, puis j'ai fait des choses que je suis pas fière, mais je vous dis ça pour que tu fais pas la même chose que moi. Par exemple. De vraiment parler d'une façon concrète de, tu sais, je sais c'est quoi avoir le cœur brisé. T'es pas le seul. T'es pas seul, puis je suis pas en train de... T'as le droit d'avoir tes grosses émotions. Comme, ça nous blesse quand quelqu'un casse avec nous. Quand on aime quelqu'un, puis ils disent « Ah, je suis pas intéressée. » Oh, ça fait mal. Puis c'est correct que ça fait mal. Oui. Mais tu peux pas... Faut respecter ses limites, faut quand même respecter l'autre personne, etc. Puis de mon expérience, quand les hommes partagent ces histoires-là très vulnérables avec des garçons et des jeunes hommes, ça a un impact majeur.
Parce qu'ils réalisent comme, OK, j'ai le droit d'avoir le cœur brisé, mais j'ai pas le droit de la forcer de changer son idée. Totalement. Tu sais quoi? Tantôt, tu as parlé de gaslighting, ou en français, détournement cognitif, mais c'est pas grave si on continue avec le terme en anglais. Est-ce que tu penses qu'il y a que l'agresseur qui utilise cette tactique ou il y a d'autres personnes qui sont à risque de contribuer et typiquement de gaslight les victimes? Oui, absolument, parce que la nature de l'harcèlement criminel, c'est des choses très bizarres. Alors, c'est très facile de convaincre des gens que c'est pas vrai, ça s'est pas arrivé, ou c'est vraiment juste, c'est une coïncidence. Ah, c'est juste, il est ici. Ah, ben pourquoi pas, c'est une bar que les gens fréquentent. Non, parce que c'est la bar que je fréquente qui est là. Ah, puis là, les gens se rentrent dans le, OK, ben t'exagères, là, Julie, c'était juste, il était au même épicerie que toi, comme, c'est quoi le problème? Ou, dans mon cas, il m'envoyait des notes qui avaient l'air très innocentes, mais le fait qu'il m'avait envoyé une note après, j'ai dit non, c'était une forme de menace. J'allais créer un nouveau courriel, puis là, il m'envoyait un message au nouveau courriel, puis le message disait « Oh, je voulais juste te souhaiter une bonne journée. » Les gens autour de moi, « Ben pourquoi ça t'énerve? » Il a dit bonjour, comme relax. Non, mais c'est le principe qu'il a dit bonjour, quand j'ai dit « Laisse-moi tranquille », il a trouvé le nouveau courriel, comment est-ce qu'il a fait ça? Mais c'est très, très facile que tu sois consciente ou pas de participer dans le gaslighting de quelqu'un parce que le comportement est bizarre. Comme c'est bizarre que ça fait 10 ans que j'ai cassé avec toi puis tu continues à me suivre. Les gens peuvent pas s'imaginer que ça l'arrive, tu sais. Fait qu'ils disent, ben non, Julie, t'exagères. Puis, je pense que la chose importante de reconnaître, c'est que souvent, les gens sont même pas conscients qu'ils le font, tu sais. Versus un abuseur qui est très conscient de qu'est-ce qu'ils font. Mais je pense que notre entourage, souvent, peuvent participer dans le déni qui fait que nous autres, on se doute nous-mêmes. On peut pas faire confiance à nous-mêmes quand on dit « Non, non, il y a quelque chose qui me dit que c'était vraiment bizarre, qu'est-ce que j'ai reçu? » Mais les gens autour de moi, ils t'envoyaient une note de te dire « Bonne fête », comme « Relax ». Mais oui, en gros, il faut croire la victime. Il faut croire ton amie si elle te dit, moi, j'aime pas et respecte ma décision et aide-moi. Si tu peux pas m'aider, au moins respecte ma décision de pas poursuivre. On a parlé un peu plus tôt des films. C'est de la fiction. Il faut que les gens comprennent, c'est de la fiction, qu'il faut éviter de ce qu'on voit à la télé. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mais les réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais me dire comment les harceleurs utilisent les réseaux sociaux? Parce que pour certaines personnes, ils vont penser que les réseaux sociaux, c'est juste pour s'amuser. Dès qu'on éteint ça, la vraie vie continue. Mais pour certaines personnes, comme les harceleurs, ça devient un outil. Oui, je trouve ça tellement bizarre quand les gens agissent comme l'Internet, c'est pas vrai. Tu sais, comme si par exemple, tu sais, ta banque, par exemple, te laissait pas de faire des choses sur l'Internet, tu te dirais, ben voyons donc, pourquoi qu'on peut pas faire ça? Tu sais, comme à chaque fois que je dois appeler quelqu'un au gouvernement, au téléphone, je me dis, voyons donc, on est dans le bon vieux temps, tu sais. Fait qu'on reconnaît que l'importance de l'Internet, tu sais, tu vas puis t'as pas de réception sur ton téléphone, t'es comme, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais la seconde qu'on parle de l'effet négatif des médias sociaux, les gens disent, ben débranche, c'est pas vrai. Tu sais, les gens, c'est pas réel. C'est comme, OK, mais choisissent une piste, là. C'est réel pour toi quand tu veux ton Netflix, ben c'est réel pour moi quand j'essaie de vivre en paix, tu sais. Mais je pense que la complexité, c'est que la loi au Canada, puis en particulier la police, comprennent pas la réalité des médias sociaux. Alors, ils se disent, ben comment est-ce que je sais que c'est lui? Ça peut être n'importe qui qui écrit ce compte-là. OK, mais comme non, je sais c'est lui parce que X, Y, Z. Que tu peux bloquer quelqu'un, puis là, tout de suite, tu peux juste créer un autre compte pour continuer à t'attaquer, par exemple. Aussi, il y a la complexité quand ça vient à l'harcèlement criminel, puis il n'y a pas de réponse facile. Mais souvent, ce qu'on se fait dire comme victime et ce qu'on par la police, par les services sociaux autour de nous, c'est bloc. Faut bloquer parce que pour que ça soit un crime, faut montrer que tu n'as pas consenti. Alors, comment est-ce que tu montres que tu n'as pas de consentement? Bien, je l'ai bloqué. OK, mais si je le bloque, là, je ne peux pas trouver de preuve qu'il est en train de continuer à m'harceler. Je perds toutes les menaces. Je perds ce qu'on appelle du doxing, qui est de mettre mon adresse personnelle puis mon information personnelle en ligne pour me menacer. J'ai pas de preuves maintenant. Je peux pas documenter qu'est-ce qui arrive. C'est ça. Mais si je te bloque pas, la police peut dire, ben c'est clair que
t'es pas dérangé par ce qui arrive parce que tu continues à lui laisser te suivre. Fait qu'il y a aussi du côté légal où c'est vraiment difficile de savoir comment naviguer les choses. Puis je pense que ça vient du fait que les gens, en particulier les systèmes juridiques, ne comprennent pas que l'Internet, c'est vrai. Et que de juste dire, fais juste pas aller sur les médias sociaux, c'est pas réaliste dans le temps présentement. Pas juste parce que c'est là où on a nos amis, tu sais, on a vu durant la pandémie, c'est comme ça qu'on se trouve, notre communauté, mais aussi notre job. Tu sais, par exemple, comme si moi j'applique pour une job, la personne va faire un petit Google search, puis s'il me trouve pas, ben là, je soupçonne, vous êtes qui? Parce que t'as aucune, tu sais. Il n'y a aucune information sur aucune moi. information. Si je veux sortir avec quelqu'un, puis je le mets dans Google, puis il n'y a rien qui trouve, je suis comme, OK, ben, il a tué du monde, là. Je devrais faire ça. C'est un monstre. Je le fais pas. Je devrais faire ça. Mais écoute, t'as assez... Alors, il faut avoir tu vas avoir plus d'informations. C'est ça, il faut avoir une présence sur les médias sociaux pour être capable de trouver des jobs, pour être capable de trouver des amis, de trouver des opportunités. Alors, pourquoi contribuer à continuer l'isolement d'une victime en leur disant « fais juste débrancher » Bien, pour plusieurs d'entre nous, c'est la seule connexion qu'on a à d'autres gens, incluant d'autres victimes. Tu sais, des groupes de soutien sur Facebook ou des groupes de choses où on peut trouver des messages, des ressources, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est un outil qui est très souvent utilisé pour contribuer à l'harcèlement et vraiment aussi contribuer à notre sens de anxiété, de ça vient d'où. Ah là, tu sais, quelqu'un, comme j'ai dit, quelqu'un essaie de me suivre sur Instagram, c'est qui? Je le connais-tu? Ah, tu sais, puis là, tout d'un coup, tu te sens vraiment comme tu vois des attaques tout partout parce que tu peux pas savoir, c'est-tu vraiment, tu sais, Julie avec qui j'étais à l'école secondaire ou est-ce que c'est lui qui fait semblant d'être elle pour avoir accès à mon information, tu sais. Puis les plateformes gèrent pas ça comme il faut, mais du côté juridique aussi. Tu sais, moi, par exemple, j'ai su des menaces incroyables contre ma vie que j'ai reçues sur Twitter, puis j'ai appelé la police, puis on dit, ben, Twitter, il dit que t'as le droit. OK, ben c'est un crime au Canada. OK, ben c'est Twitter de gérer ça. Non, mais c'est un crime au Canada. S'il me dit ça en pleine face, c'est une menace, mais s'il le fait sur Twitter, c'est pas une menace. Ben voyons donc. Ou, ben, son compte dit qu'il est en Chine. Fait que c'est contre... Il n'y a rien que je peux faire ici à Ottawa. Non, je sais, c'est lui qui fait semblant d'être... Tu sais, c'est facile avec des VPN. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire semblant. C'est pour ça que les gens font ça de même... d'une façon innocente. Les gens ont des VPN pour avoir accès au Netflix en Allemagne. C'est comme... Il y a plein de personnes qui utilisent des VPN. Moi, je l'utilise pas. Mais c'est comme... Tu as le droit d'avoir accès à un VPN. C'est pas cher. Pour souvent, c'est sécuritaire. Mais les agresseurs utilisent ça pour dire « Ah, ben c'est pas ton ex-chum qui vit à Nepean, c'est quelqu'un qui est en Allemagne. » Fait qu'il n'y a rien que je peux faire comme un policier à Ottawa, par exemple. Alors, tu es vraiment pris avec... Il n'y a personne qui va prendre ça au sérieux. Ouais. Aussi, je voudrais ajouter quand même, parce j'ai eu la chance d'interviewer des avocates auparavant. Bloquez pas. Allez voir une avocate. Il va vous dire exactement ce dont vous avez besoin pour construire un dossier, quand vous pouvez bloquer, quand vous pouvez garder. Ça aide. Et c'est pour ça que Julie a dit que c'est hyper confusant. Parce que tu as un service qui te dit bah, « ça suffit pas » et l'autre qui te dit « t'inquiète, toi, fais-moi confiance et ça va aller. » Donc, ouais. Puis c'est ça souvent que je dis aux gens, c'est juste « réponds pas aux messages ». Mais documenter, des screen grabs, prends des photos, puis envoie ça à tes amis aussi. Si vous n'êtes pas capable de gérer ça parce que c'est difficile, je comprends. Alors partage ton mot de passe avec une amie pour leur demander « Hey, tu peux t'embarquer sur mon Twitter? Tu peux t'embarquer sur mon Instagram? » Puis juste documenter un petit peu pour moi parce que ça me fait trop mal au cœur de regarder ça en pleine face. Alors c'est une chose concrète que les alliés autour de toi peuvent faire pour vous aider à documenter, mais quand même te protéger d'une façon psychologique, de dire comme « je peux pas regarder ça journée longue, là, c'est trop énervant ». Alors, de vraiment partager le travail un petit peu avec vos alliés pour leur demander de vous aider, mais réponds pas, c'est ça la chose. Et si on continue un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que les plateformes de réseaux sociaux aident plus les agresseurs que les victimes? Ah, 100%. Moi, les personnes qui gèrent les plateformes des médias sociaux, là, mets ça dans la poubelle, là, comme j'ai comme aucune...
C'était incroyable la façon qu'ils comprenaient rien. Juste pour vous donner un exemple, moi sur Twitter, dans le bon vieux temps, avant que c'était... avant que ça comment ça s'appelle maintenant? X. Oui, avant que c'était X, j'ai eu quelqu'un, même aujourd'hui, j'ai aucune idée c'est qui il a créé un compte qui avait l'air exactement comme la mienne, puis il envoyait des messages racistes, plein de choses dégueulasses à des organismes à but non lucratif, qui avaient vraiment mis comme ça a eu un impact majeur sur ma réputation, parce que les gens étaient comme, ben pourquoi qu'elle a dit ça, tu sais. Puis quand finalement, j'ai comme, parce que j'avais une plateforme, j'ai été voir Twitter en particulier pour dire qu'il y a un problème. Parce que la façon de leur côté de gérer ça, c'était « Envoie-moi une copie de votre licence pour faire preuve que vous êtes la vraie Julie Lalonde. » Puis moi, je suis comme, premièrement, j'ai un compte depuis 2011, puis cet compte-là a été créé, ça fait 2 jours, fait que c'est évident, je suis la vraie Julie Lalonde. Mais de plus, je veux pas partager mon information, comme mon adresse avec Twitter, c'est qui a accès à ça, là? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, comme tu peux. Puis il était comme « Oh! Ouais, ça fait du sens. » Puis j'étais comme « T'as jamais pensé à ça avant? » T'avais comme personne dans la salle pour te dire comme « Hey, ça va mettre les femmes en particulier à risque de plus de violence puis d'harcèlement, de leur demander de partager leur information personnelle avec monsieur, madame, tout le monde. » Mais il y avait comme jamais pensé à ça avant. Puis je pense que c'est ça qu'on voit avec beaucoup de plateformes puis beaucoup de juste des organismes qui travaillent dans le contexte de la technologie. Il n'y a pas de féministes dans la salle, puis c'est clair. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas d'analyse pour comprendre que mon frère, un homme blanc de 6 pieds 6 qui embarque sur Twitter, va avoir une expérience très différente que la mienne. Et quand tu n'as pas de femmes puis tu n'as pas de féministes dans la chambre, ça paraît par vos politiques, puis par vos protocoles, puis par la façon que tu approches le problème, franchement. Alors, plus de féministes dans les chambres. OK, génial. Vous avez entendu? J'espère qu'il y en a au moins un de vous qui va entendre ça et qui va donner du travail à Julie. Elle est prête, là. Elle est prête à changer vos politiques. Donc, tu penses que cette plateforme, imaginons, ils te disent, bah, tu sais quoi, nous, on ne les recrute pas, ces utilisateurs, ils sont venus et ce n'est pas de notre faute ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce qu'ils devraient avoir une responsabilité à mieux faire? Oui. Si j'envoie un Twitter au premier ministre pour lui dire que je vais l'assassiner demain, la police va venir me voir. Oui. Fait que c'est clair que tu peux prendre ça au sérieux si tu veux. Tu peux faire des enquêtes si tu veux. Puis tu choisis pas de le faire pour les femmes, les personnes racialisées, les personnes queer, les personnes qui sont vraiment marginalisées, qui sont à risque d'harcèlement. Mais si tu prends, copier-coller la chose que quelqu'un m'a dit, puis tu donnes ça à Justin Trudeau, je sais tu vas prendre ça au sérieux. Fait que niaise-moi pas en me disant c'est impossible, je sais c'est possible. C'est pas moi qui l'ai dit. Ben, écoute, Julie, maintenant, je pense qu'on a véritablement compris ce qu'est l'harcèlement criminel. Si, par mégarde, moi ou qui que ce soit d'autre qui nous écoute ou qui nous regarde aujourd'hui, se rend compte qu'il connaît quelqu'un qui est en train de faire de l'harcèlement criminel, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait leur dire? Il faut avoir le courage d'avoir une discussion difficile, mais nécessaire pour vraiment demander à la personne, c'est quoi ton but? Oui. C'est quoi le but avec ce que tu fais? Tu peux pas convaincre quelqu'un d'être en amour avec toi. Tu peux pas convaincre quelqu'un de te trouver fascinante ou de t'avoir dans leur vie. Faut respecter les limites des gens. Je vais pas t'aider à faire ce que tu fais. Ça me dérange. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est parce que je t'aime que je te dis ça en pleine face, que je peux pas être amie ou collègue ou équipière ou peu importe avec quelqu'un qui est en train de faire ça. C'est pas cute. Je trouve pas ça romantique. Puis j'ai peur pour l'effet de qu'est-ce que tu fais pour l'autre personne. C'est difficile. Je comprends, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de pas se mêler ou de juste banaliser puis de dire... Ou agir comme si on n'avait rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ou de vraiment dire, ben je le connais fait longtemps, c'est un bon gars. Puis, tu sais, c'est juste... Mais vraiment de reconnaître que ça a un effet quand un ami de la personne qui est agresseur leur dit « non, c'est non ». Parce que si la seule fois qu'ils entendent un non, c'est de la personne victime, ben c'est clair qu'ils vont continuer à ignorer ça. Puis la majorité des abuseurs, de mon expérience, ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont pas peur d'être en prison, ils ont peur de perdre leur communauté.
Ils ont peur de perdre le respect des gens autour d'eux. C'est pour ça qu'ils sont très charmants, puis qu'ils montrent juste la violence envers la personne, en particulier, pas devant tout le monde, parce qu'ils ont peur de perdre leur ami. Puis je pense, utilise ça comme de ton avantage, de dire tu mérites d'avoir la communauté, tu mérites d'avoir des gens autour de toi, mais je peux pas être une de ces personnes-là si tu fais ça, parce qu'elle mérite pas qu'est-ce que tu fais. C'est pas respectueux, c'est pas cute, c'est pas la romance, tu sais. Puis avoir le courage d'avoir cette discussion-là, en particulier si vous êtes un autre homme, de vraiment dire comme homme à homme, je comprends que tu as le cœur brisé, je comprends que tu l'as vraiment aimé, puis tu avais imaginé une vie ensemble, etc. Mais elle dit non, puis déniaise, franchement. Oui, passe à autre chose. Et comment tu penses qu'on peut mieux faire pour protéger les femmes de notre entourage qui subissent de l'harcèlement criminel et comment les soutenir justement à aller mieux dans cette situation? Vraiment, juste constamment valider l'expérience de la personne, de dire je vous crois et je ne vais pas t'abandonner. Parce que je pense que les gens comprennent d'une façon très simple l'idée de faut croire la victime, faut croire la victime. Je pense depuis comme MeToo, par exemple, on en parle à haute voix puis les gens reconnaissent. Mais des fois, comme pour moi, là, ça s'est passé pour 10 ans. Fait que c'est bien facile de dire je vais être là pour mon ami pour les premiers petits mois, là. Mais après un bout de temps, les gens étaient tannés de l'entendre, tannés de l'écouter. Puis je suis comme, hey, toi, t'es tanné, là? Imagine comment tanné que moi je suis. Alors. C'est ça que je pense. Ouais, faire preuve de patience. C'est ça, faire preuve de patience. Puis vraiment de juste valider, puis de dire, hey, je suis désolée que ça continue à s'arriver, c'est pas ta faute, t'es pas folle. Oui, c'est banane, qu'est-ce qui arrive, mais je te crois. Pourquoi? Parce que je t'aime. Pourquoi est-ce que je pense que t'auras inventé ça? Puis de vraiment donner de l'aide concrète aussi, dans le sens de « Hey, veux-tu que j'embarque sur ton Twitter 2-3 fois par semaine pour aller voir si quelque chose arrive, puis prendre des photos de qu'est-ce qui se passe, de documenter. Veux-tu venir rester avec moi une couple de soirées si comme tu te sens comme les choses s'aggravent, par exemple. » Et aussi d'avoir le courage de dire si on a peur. Comme d'être honnête, de dire, tu sais quoi, je pense que les choses s'aggravent, puis j'ai peur pour toi. Est-ce que tu peux venir rester chez moi une couple de soirées ou je peux venir rester avec toi? Comme vraiment penser d'une façon concrète, je pense. Puis aussi comprendre le cycle de l'abus, en particulier quand c'est un ex-conjoint, de reconnaître que si elle a de l'empathie pour la personne, peut-être pour toi, tu dis pourquoi? C'est un monstre, pitché à la poubelle. Mais de reconnaître que pour elle, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'étais toujours en train de le défendre parce que je ne voulais pas croire qu'il était vraiment pas une bonne personne, parce que moi, je l'aimais beaucoup. Puis il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui comprenaient vraiment pas pourquoi j'étais en train de le défendre. Puis comprend que c'est une cycle d'abus, que la personne est vraiment... entend la voix de leur abuseur dans leur tête souvent, tu sais, fait que leur décision peut-être fait pas de l'allure pour toi, mais ça fait de l'allure pour l'autre personne. Puis de vraiment reconnaître la complexité. C'est une des choses, puis je vais dire, mon père, c'est un vrai cadeau qui me laisse partager cette histoire-là, mais mon père, son comme intervention, c'était de dire « Pourquoi tu y laisses te parler comme ça? » Moi, je t'ai élevée pour être féministe, pour être confiante, de pas prendre ça. Pourquoi tu y laisses te parler comme ça? Puis dans sa tête, c'était comme un petit wake-up call de dire « Julie, qu'est-ce que tu fais, des niaises? » tu sais. Mais qu'est-ce qu'il comprenait pas, c'était juste une autre voix qui me disait que j'étais stupide, je faisais pas des bons choix, que j'étais en train de comme gêner la famille, parce que, tu sais, j'ai été élevée de tu sais. Fait que l'intervention était pas la bonne, mais ça venait d'une bonne place. Alors, pour moi, de reconnaître si c'est comme ton instinct de dire « Pourquoi tu continues à y parler? Comme, qu'est-ce que tu fais? » De reconnaître que pour moi, c'est compliqué. Puis de patienter, là, comme je peux pas mettre assez d'emphase là-dessus parce que ça prend du temps de s'en sortir. Voyons donc! Ben, tu t'en es sorti! Tu t'en es sorti! Absolument! Puis de reconnaître que peut-être je veux en parler, peut-être je veux pas en parler. Aussi donner l'espace à la personne de dire comme
La de porte est décider ce ouverte. qu'il veut faire avec son histoire. La porte est ouverte. Si tu veux en parler, laisse-moi savoir. Si tu veux pas en parler, je vais pas l'en parler. Puis si tu veux juste qu'à chaque fois qu'on sort ensemble, on peut juste agir comme tu es une personne avec qui ça n'arrive pas. Puis tu peux être normal les vendredis soirs quand on sort ensemble. Parfait, je vais faire ça pour toi, tu sais. Si des fois tu es fâché et tu veux en parler, je suis ici pour valider ta rage. Vous êtes triste, je suis ici pour valider votre tristesse, tu sais. Mais juste être comme un espace pour la personne de se sentir comme un être humain, c'est la seule raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, honnêtement. Parce que j'avais des amis autour de moi qui me disaient « T'es pas folle, c'est pas ta faute. Mon Dieu, c'est l'enfer pour toi, tu mérites mieux. Puis je vais te protéger le plus que je peux. » C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est génial. Oui. On leur dit merci. Hein? Oui, à tous les jours. Génial. Évidemment, on a parlé tantôt des victimes qui, quand elles souffrent d'harcèlement criminel, elles se rendent vers les services autoritaires ou de justice. Mais comme on a parlé, c'est assez confusant. Et soit elles reçoivent aucune aide ou de l'aide inadéquate. D'après toi, qu'est-ce que les services autoritaires comme les policiers ou le système de justice, un peu plus généralement, a tellement de difficultés à aider les victimes? Avec l'harcèlement criminel, souvent la preuve est difficile à avoir. Puis parce qu'on a un système qui a une idée de c'est quoi la preuve qui est très... tu sais, une toute petite boîte, c'est souvent difficile d'avoir la preuve concrète de qu'est-ce qui se passe. Aussi, souvent, l'harcèlement criminel est vu seulement comme un drapeau rouge. Alors, on attend qu'il y ait une agression physique, féminicide même, puis par le temps, c'est trop tard. Évidemment. Fait que souvent, la police vont juste dire « OK, on va garder un œil là-dessus », sans reconnaître que c'est une forme de violence. Point. Point final. Comme, c'est une forme de violence psychologique qui existe puis qu'on devrait prendre au sérieux. C'est un crime juste comme ça. Puis de l'autre côté aussi, la loi présentement, comme j'ai dit au début, il faut avoir preuve que c'est pas voulu, c'est répété et que j'avais peur. Et cette partie-là, la troisième partie que j'avais peur, c'est la partie que moi puis mon organisme, on essaie de changer. Parce que présentement, comment est-ce qu'on fait preuve de la peur, c'est très sexiste. Alors, si vous êtes une femme qui continue à vivre votre vie, puis vous avez l'air comme quelqu'un qui n'a jamais peur de rien, tu as de la joie dans ta vie, c'est clair que c'est pas un crime parce que tu n'avais pas peur. Alors, il faut aussi, du côté juridique, puis le système, qu'est-ce qui doit changer, c'est cette partie-là. Et au lieu, ce qu'on propose, c'est que oui, c'est répété, oui, c'est sans consentement, mais la troisième chose, ça devrait être que ça a un impact sur ma capacité de vivre à quotidienne. Alors, il a fallu que je change de job, ou je déménage, ou je change de numéro de téléphone, des choses comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui est concret, qu'un policier peut voir ça, puis il a dit, OK, ben c'est clair que tout le monde avec qui elle travaille ont eu un avertissement, laisse-les pas rentrer dans l'édifice, puis elle a changé de numéro de téléphone. Fait que c'est clair que ça a un impact sur sa vie qui est beaucoup plus mesuré, comme on peut mesurer ça, que de c'est quoi la peur. Ben, c'est souvent des stéréotypes. Pour des femmes, j'ai peur quand je pleure, quand je m'isole, quand je me fais tout petit dans le monde. Et je pense aussi à des gens comme mon frère. Mon frère, c'est un homme de 6 pieds 6, un homme blanc. Si un ex, par exemple, qui est comme 5 pieds rien, est en train de la harceler, est-ce qu'un policier va prendre ça au sérieux ou est-ce qu'il va dire « Pourquoi tu as peur d'elle? » Au lieu de comprendre, du côté psychologique, j'ai peur de la personne. T'sais? Alors, enlever cette partie-là de la peur et au lieu de mesurer c'est quoi l'impact quotidien sur moi, je pense que ça l'aiderait beaucoup plus à changer aussi, comme le changement de loi, ça va aussi sensibiliser la police. Ça va sensibiliser la justice de comprendre « Ah, OK, ça a l'air à ça, l'harcèlement criminel, et ils vont prendre ça plus au sérieux. » C'est ça. Donc, les services autoritaires aussi ont besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit. Oui, puis comme, tu sais, combattre le sexisme dans le système juridique, le racisme, plein d'autres choses aussi, tu sais, comme, c'est parce que c'est genré, c'est pas pris au sérieux. Période, point final. Et parce que c'est difficile d'avoir la preuve, c'est pas pris au sérieux. Et parce qu'il y a l'élément de la peur, c'est aussi pas pris au sérieux. Fait que c'est vraiment comme, il y a plein de choses contre nous comme victimes quand ça vient avoir la justice. C'est très, très difficile d'avoir la justice quand ça vient à l'harcèlement criminel au Canada. Et souvent, par le temps qu'on prend ça au sérieux, c'est trop tard. Oui. Eh bien, Julie, merci beaucoup. Hein. Ah!
Merci pour l'invitation. Merci énormément d'avoir partagé ton parcours, ton histoire et de continuer à le faire au quotidien. C'est vraiment très apprécié. J'espère que les personnes vont autant adorer nous écouter que moi j'ai eu à t'interviewer. Merci beaucoup. Eh bien, nous remercions encore Julie de nous avoir partagé son histoire et son parcours, qui, comme elle a indiqué, se retrouve dans un livre, Resilience is Futile, oui, en anglais, disponible dès maintenant, mais la version en français est aussi disponible un peu plus tard dans l'année. Nous remercions aussi les studios de Livestream Junkies dans lesquels nous avons enregistré ce balado. Et si vous avez besoin de toute info supplémentaire, n'hésitez pas à consulter le site de actionontarienne.ca. Et à vous, merci de nous avoir écoutés et regardés.